présidentielle 2017. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, ne renoncez jamais à cette dignité. L'événement politique est dans la matinale d'Europe 1. Europe 1, il est 8h14. La matinale spéciale présidentielle qui se poursuit sur Europe 1 avec vous, Jean-Luc Mélenchon. À 9h, vous répondrez aux questions des auditeurs et des internautes dans la Social Room avec le hashtag élection 2017. Mais tout de suite, vous répondez aux questions de Fabien Amias. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Ou Jean-Luc Robespierre, je pourrais dire, parce que vous vous apprêtez à changer de République si vous êtes élu, et c'est un changement On pourrait radical. dire De Gaulle aussi, parce qu'il a changé de République. Oui, on aurait pu pratiquer tous ceux qui ont changé de République, mais Voilà. compte tenu de la radicalité du changement, Robespierre semblait être une comparaison historique, mais dont on peut après voir la réalité dans les changements que vous proposez. Vous appelez à une marche samedi pour défendre cette 6e République, une marche entre Bastille et République. Pour bien comprendre, si vous êtes élu président, vous installez une assemblée constituante, et donc dans la foulée, il y aura une nouvelle constitution, effectivement, comme en 58 avec De Gaulle. Oui. C'est-à-dire qu'au début de mandat, on convoque l'Assemblée constituante. On élit ou on tire au sort, c'est une disposition qu'il faut mettre au point, où on panache les deux, et une assemblée est constituée. Elle va définir la nouvelle règle du jeu. Le pays en a besoin, d'abord parce qu'il a beaucoup changé depuis 1958, son peuple est plus éduqué, plus nombreux, enfin bref. Et puis parce que on voit que le système de la monarchie présidentielle, en période de règne de l'argent roi, la collusion des deux donne un résultat désastreux que tout le monde a dorénavant sous les yeux. Ça veut dire que vous dénoncez la monarchie présidentielle. Pour comprendre à quoi ressemblerait votre République, ça veut dire qu'en fait, il n'y aurait plus de président de la République dans la 6e République que vous défendez. Il y en aurait un sûrement, mais voilà, maintenant, je viens sur le sujet lui-même. Donc, premièrement, commençons par poser le tableau. D'un côté, il y a cette Assemblée constituante qui fait son travail, définit la règle du jeu, les gens y participent autant qu'ils peuvent, et puis, en même temps, il y a l'Assemblée nationale qui sera élue là en juin prochain, qui, elle, applique le programme, hein, qu'on s'entende bien. On n'attend pas les bras croisés à la porte de la constituante. Quand la constituante aura terminé son travail, et donc définit une nouvelle constitution, c'est elle qui s'appliquera. Voilà. Ça c'est combien de temps vous vous donnez? Alors, une fois l'élection passée, combien de temps il faut pour qu'il y ait une nouvelle République? De Gaulle, que vous citiez plutôt que Robespierre, c'était quelques mois à peine. Vous vous donnez quelle échéance? Parce que la méthode n'était pas la même. Il a fait écrire un texte de constitution par un groupe dirigé par M. Michel Debré, et ensuite on a eu un référendum, oui ou non, à la constitution de la 5e République. Là, par définition, comme le mal est profond et qu'il faut l'éradiquer dans ses profondeurs, il faut que le peuple français tout entier s'implique. À mon avis, il y en a au moins pour un an, peut-être un peu plus. Il faut qu'il y ait le temps de travailler sans avoir le couteau sous la gorge. Et puis ensuite, la Constitution s'applique. Alors après, quelle est-elle? C'est pour ça, Monsieur Namias, que j'aurais un peu des difficultés à vous répondre, parce que je ne peux pas dire je suis contre la monarchie présidentielle, on convoque une constituante, et ensuite la Constitution, voilà ce qu'il y aura dedans, c'est moi, Mélenchon, qui l'ai décidé. Mais simplement, quand même, pour comprendre, Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes élu président de la République, vous voulez en finir avec la monarchie présidentielle, mais vous resterez président quand même, ou là vous nous dites votez pour moi et puis après je m'en vais? Je ne serais pas aussi stupide, mais dans un premier temps, je suis élu et j'exerce les pouvoirs du cadre. Je suis un légaliste, moi, donc j'exerce le pouvoir dans le cadre qui est celui de la Constitution que les Français ont choisi. Parce que je rappelle quand même que cette Constitution, elle a été choisie, il y a eu un vote, il y a bien longtemps, mais il y a eu un vote. Dans ces conditions, c'est cette Constitution qui s'appliquera jusqu'à ce que la nouvelle entre en ligne de compte. Mais la nouvelle aura des caractéristiques, pardon, Monsieur Namias, qui me paraît au moins celles pour lesquelles moi je plaiderai. Peut-être que cette Assemblée ne les retiendra pas, mais en particulier, je plaiderai pour qu'il y ait un droit de révocation des élus en cours de mandat, de manière à ce que lorsqu'il se crée des situations qui sont considérées comme insupportables, les gens puissent demander à ce qu'il y ait un référendum pour remettre en cause le mandat de l'élu, qu'il soit conseiller général ou même qu'il soit président de la République. Ce pouvoir de révocation existe dans, je crois, 2 États nord-américains et dans 2 ou 3 États de l'Amérique du Sud. Donc on sait le faire fonctionner. Et j'ai même vu que vous souhaitiez toujours, là ce sont vos vœux pour ces institutions, supprimer la Cour de justice de la République, c'est celle qui est en charge de juger les élus dans l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire également que dans votre esprit, vous en finiriez avec les immunités quelles qu'elles soient, l'immunité présidentielle, l'immunité parlementaire dont on parle beaucoup, et vous avez parlé encore tout à l'heure avec Thomas à propos de la mise en examen de François Fillon. Ça vient sur les droits individuels. Il est clair que la responsabilité politique
c'est de la politique et c'est l'électeur qui tranche, mais la responsabilité judiciaire, non, c'est la loi et elle doit être appliquée à tout le monde de la même manière. Donc moi, j'ai toujours été contre les tribunaux d'exception. Bien. Ceci posé, vous venez sur la question de l'immunité parlementaire, c'est aussi vieux que la République. Il y a des protections pour garantir la liberté d'expression des parlementaires, mais il ne faut pas que ça soit détourné et se transformer en une espèce d'immunité contre toute forme de délit. Mais puisque vous venez sur les droits individuels, permettez-moi de dire qu'il y en a de plus importants et de plus urgents. À l'instant, on vient d'évoquer la question du gaz, de l'électricité, de l'eau. Moi, je pense que le droit de... vous ne pouvez pas vivre sans eau, monsieur Namias, je prends cet exemple. C'est la raison pour laquelle les droits individuels, dans cette nouvelle constitution, doivent être défendus. Ça veut dire que les premiers mètres cubes d'eau, les premiers kilowattheures et les premiers mètres cubes de gaz, pas mètres cubes, j'exagère, mais le besoin quotidien minimum doit être garanti à chaque Français parce qu'il ne saurait vivre sans... Constitutionnaliser, je l'ai vu aussi, de nouveaux droits, c'est-à-dire les faire passer à une valeur supérieure à celle de la loi. Tiens, je lisais dans votre programme, résumé dans votre livre, L'avenir en commun, dans ces nouveaux droits que vous souhaitez inscrire dans la Constitution, il y a aussi, parmi ces droits, le droit à l'avortement, parce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est un droit tellement menacé qu'il mérite d'être dans la loi fondamentale ? Alors oui, et ce sont des questions nouvelles, elles n'existaient pas à la fin des années 50, elles ne se présentaient pas comme ça. Maintenant, chacun considère, enfin je crois que beaucoup de gens considèrent, que le droit de disposer de soi et de son corps est un droit fondamental. Ça ne veut pas dire le droit à l'avortement ne signifie pas qu'on est pour l'avortement. Vous comprenez que ça peut heurter certaines convictions religieuses qui s'accommodent de la loi, mais qui pourraient être blessées que la loi suprême de la République le constitutionnalise. La loi suprême de la République n'institutionnaliserait pas l'avortement, mais le droit à l'avortement. Et l'on peut parfaitement être contre l'avortement, ne jamais se l'appliquer à soi-même, ne jamais le recommander et tâcher d'en dissuader les autres, et pour autant reconnaître cette liberté. Mais pourquoi je pose cette question ? Mais parce que je pense que c'est une liberté fondamentale et que oui, en effet, elle est souvent mise en cause. Regardez, c'est le cas aux États-Unis en ce moment, ça a été le cas récemment en Pologne, donc je propose que cette question sorte définitivement du débat politique et qu'elle soit constitutionnalisée. De même que le droit au suicide assisté, monsieur Namia, je ne veux pas passer à côté ni euphémiser de cette question, c'est le droit à disposer de soi, c'est une liberté fondamentale. Le droit à l'euthanasie serait aussi dans la constitutionnalisée. Pour votre République, le évidemment... Le droit au suicide assisté. Et c'est l'une de vos marques de fabrique, vous défendez une République laïque, vous l'écrivez dans votre programme, vous refusez tout moi. Financement public pour la construction des édifices religieux. Est-ce à dire que vous permettez, par construction, à des fonds étrangers de participer, par exemple, au financement des mosquées ? C'est le cas aujourd'hui. Certains estiment que cela pose problème parce qu'on ne contrôle pas les fonds qui construisent les mosquées. C'est de l'ordre de 20% en France. Vous permettez ça en creux si vous n'allouez pas à l'État le droit d'autoriser. Ce que je permets en creux, voyons ce que j'interdis. Je ne suis pas d'accord pour que la loi de séparation de l'Église et de l'État connaisse des exceptions dans notre pays. En particulier, donc, le concordat sera abrogé. Ce n'est pas le droit social local, car à l'inverse, le droit social local donnant droit à une sécurité sociale à 100%, qui est le cas de l'Alsace-Moselle, sera appliqué à tout le pays. Je prends l'exemple de l'Alsace-Moselle, mais j'aurais pu prendre celui de la Guyane ou d'autres territoires français où la séparation de l'Église et de l'État est toujours pas faite. Maintenant, je viens au financement. J'admire l'hypocrisie, pas la vôtre, mais d'une manière générale qui entoure cette question. L'argent privé doit servir à construire les bâtiments privés. Après, qui donne cet argent ? Je vois que ça pose moins de problèmes quand c'est de l'argent des Qataris et des Saoudiens pour différentes entreprises, y compris des entreprises guerrières. Il y a moins de problèmes quand c'est Lafarge qui subventionne les groupes terroristes que quand on dit « Ah ben c'est pour construire une mosquée ». Maintenant, qui que ce soit qui construise une mosquée, ou une église d'ailleurs, je m'empresse de le dire, eh bien, ça les regarde. Par contre, si ceux ces qui fonds ne les sont regardent privés pas, ou viennent de l'étranger, ça ne vous pose pas de difficulté. Non, ça ne me pose mais pas votre réponse est claire. Mais attendez, ce qui est important par contre, monsieur Namias, ce qu'il faut préciser, c'est que ce qui se dit dedans doit être ensuite conforme à la loi républicaine. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord que ce soit à l'église, à la mosquée ou à la synagogue pour qu'on prêche en France des maximes contre-républicaines ou des professions de foi qui soient hostiles à la loi ou aux valeurs républicaines. Jean-Luc Mélenchon, rapidement une question aussi sur ce point de laïcité. Hier, la Cour de justice de l'Union européenne a permis à une entreprise, au règlement intérieur d'une entreprise, l'interdiction du voile. Cela correspond pleinement à votre conception de la laïcité.
nécessité. Je Dans une pense que entreprise, la on ne porte pas le décision voile, qui a c'est été règlement prise met tout le monde à l'aise, parce qu'elle dit d'abord, il faut prévenir avant et pas en cours de route, et il faut que ça corresponde à des nécessités liées au travail. À partir de là, il me semble que c'est une position qui est raisonnable. Maintenant, je ne veux pas non plus qu'on fasse de moi quelqu'un qui voudrait mettre dans la loi toutes ses convictions personnelles. Par exemple, je suis hostile au voile, mais je ne suis pas pour l'interdire dans la rue, par exemple, parce que ça, c'est ma conviction personnelle. Je peux aller dire à quelqu'un, écoutez, je ne suis pas d'accord avec le voile parce que je suis féministe, parce que ceci, parce que cela, ou parce que je pense que la religion n'a pas à se mêler du corps, des cheveux et des poils des hommes et des femmes, mais c'est une conviction personnelle que je ne prétends pas imposer aux autres. Par contre, dans le service public, oui, à la neutralité, et au travail, il pourrait apparaître que la pratique de la religion, pas seulement l'islam, parce que moi, j'en ai un peu marre qu'on me montre toujours du doigt l'islam en faisant comme si les autres n'étaient pas concernés. La pratique de la religion au travail est un problème, en effet. Alors bon, on a trouvé une solution raisonnable. Je suis sûr que les croyants pensent comme moi. Ils aiment les solutions raisonnables. Et on arrête avance, un peu de parler Jean-Luc religion. Mélenchon, sur ce que serait votre République. Vous voulez mettre fin, dites-vous, à l'usurpation du MEDEF de la parole des chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de syndicat des patrons si vous êtes président ? Non, pas du tout. Il y aura des élections. Le MEDEF est le seul qui échappe aux élections. Et il a droit à une représentativité comme ça, parce que c'est lui, et qui lui donne des droits qu'il n'a pas en réalité, compte tenu de sa réelle représentativité. Donc vous sucrez le MEDEF, mais vous laissez place à un autre syndicat, quoi. Non, pas du tout, monsieur. Je n'ai pas l'intention de décider de l'organisation syndicale du patronat. Je dis que les syndicats patronaux, tous, doivent passer devant les électeurs pour qu'on sache. Et je vais vous donner un point d'application très concret. Le patronat de l'économie sociale et solidaire a représenté la dernière fois qu'il y a eu des élections libres 19% du total des patrons. Or, ils n'ont aucun droit de signer des conventions collectives. Ce privilège est réservé au MEDEF. Donc, le MEDEF n'aura plus le privilège. Il devra faire comme tout le monde dans une démocratie, en passer par les urnes, et notamment les urnes des patrons, parce que c'est les patrons eux-mêmes qui décideront qui les représente, et pas le MEDEF lui-même. Alors, il y a une mesure auquel le MEDEF est vigoureusement opposé, comme on peut l'imaginer, c'est le plafonnement des salaires en France. Pour que ce soit parfaitement clair pour ceux qui nous écoutent, vous souhaitez qu'il y ait aujourd'hui un salaire plafonné en France de l'ordre de 400 000 euros ? J'ai dit que... Non, là, vous commettez une erreur. D'abord, j'ai dit que... Alors, corrigez-la alors. Mais parce que moi, Oui. j'ai vu qu'en fait, vous vouliez créer une tranche qui C'est pas un fiscaliserait salaire, à 100%. c'est un revenu, monsieur. Oui, mais enfin, si vous fiscalisez à 100% au-dessus de 400 000 euros, par C'est de facto, 90%, ça- alors on va appeler ça la loi Roosevelt, puisque c'est la loi qui s'appliquait aux États-Unis d'Amérique. On a eu en France, sous la Troisième République, qui, comme vous le savez, n'était pas un régime communiste, la tranche supérieure était à 86%. Donc 90%, la tranche Là, vous avez un supérieure, peu baissé, c'était ça 100% laisse... dans votre livre. Eh ben, mettons 100%, c'est pareil. Ah. Non, parce que c'est confiscatoire et ça pourrait être retoqué par le Mais Conseil c'est bien pourquoi constitutionnel. je vous parle C'est de pour ça que vous parlez de 90%. 90%. Eh ben oui, Voilà, parce vous avez qu'entre-temps, consulté des j'ai réalisé que constitutionnalistes. 100%, Voilà. C'était confiscatoire et c'était une formule qui, en fait, recoupait les 90%. Je voudrais que ceux qui m'entendent comprennent bien que... Au-dessus de 400 000, je prends tout, quoi. C'est c'est Georges c'est-à-dire Marchais au-dessus de... réactualisé, quoi. Non, pas tout à fait, si vous voulez bien, mais je n'ai pas envie de répondre de la politique de Georges Marchais, je n'ai jamais été membre du Parti communiste français, moi. Mais ce que je peux dire, c'est que le 90%, c'est 32 000 euros par mois, et ça n'est pas le salaire, mais le revenu. C'est-à-dire que dans la dernière tranche d'impôt, il faut que tout le monde comprenne, il s'agit de la dernière partie de ce que vous avez gagné. Là, c'est taxé à 90%. Vous savez combien ça concerne de monde dans notre pays ? 0,05% de la population totale. J'ajoute que si vous voulez ça savoir risque où vous en êtes de vos décourager impôts, aussi vous allez... les chefs d'entreprise qui peuvent être tentés d'aller à l'étranger, et ça peut... Ça ne servirait vous connaissez strictement ce à- débat, encourager une fuite des talents. Voilà, je comprends, des talents qui sont spécialement coûteux, car personnellement, je suis capable de trouver des talents moins coûteux. Quant au reste, et pour répondre à votre question, qui n'en est pas une, mais une affirmation, les personnes qui pas du tout, s'enfuiraient seraient non. français, eh bien, ça ne leur servirait à rien, car l'impôt deviendrait universel dans notre législation, et quand on est français, on fait sa déclaration dans le pays où on est, on paye ses impôts dans le pays où on est, et ensuite on déclare au fisc ce qu'on a payé, et si on devait payer davantage en France, on paiera la part qu'on doit à la France. Jean-Luc Ce Mélenchon. régime est celui, par exemple, des parlementaires européens. Donc, vous m'avez bien compris,
j'ai deux mesures. La première, c'est qu'aucun salaire ne doit aller au-delà de 1 à 20 dans une entreprise. Donc, quand le grand patron s'augmente, il est obligé d'augmenter le plus petit salaire de l'entreprise. Et en effet, j'estime qu'il y a une limite à l'accumulation. Et ceux qui s'en iraient, nous leur disons au revoir, car il y en a d'autres qui peuvent prendre leur place. Quand le numéro 1 s'en va, le numéro 2 est capable de prendre la place. Et si c'est pas le 2, c'est le 3. Bye bye les riches. Il s'agit non, maintenant... je n'ai pas dit ça, monsieur Namia. C'est vous qui avez une vision des riches qui est extrêmement curieuse. Vous savez, il y a des riches qui sont... par an, alors on les appellera comme on vous avez voudra. Des riches qui sont patriotes, vous avez des riches qui aiment leur pays, vous avez des gens... Regardez, vous et moi, nous ne sommes pas au salaire moyen. Moi, vous savez ce qu'est l'indemnité d'un parlementaire. Eh bien, moi, je suis d'accord pour payer davantage d'impôts. Mais écoutez-moi, les gens qui le veulent peuvent aller voir le simulateur d'impôts qui est sur mon site JLM 2017, car ils verront que toute iront personne le faire. Et qui moi, gagne moins de 4 000... avec vous, Jean-Luc Mélenchon... Toute personne... Et monsieur Namias, laissez-moi vous répondre. Toute personne qui gagne vous poser moins... d'autres questions pour permettre à nos auditeurs d'être éclairés sur la façon dont vous gouverneriez si vous mais étiez laissez-moi élu. parler. Donc, toute personne qui gagne moins de 4 000 euros, peut le vérifier sur le simulateur, paiera moins d'impôts, car nous créerons 14 tranches d'impôts, là où il n'y en a que 5 aujourd'hui, faisant peser tout le poids de l'impôt sur la classe moyenne. Je m'excuse d'avoir donné ces informations qui n'ont aucun rapport avec mon programme, nous en conviendrons, mais qui me paraissaient utiles pour bien faire comprendre mon état d'esprit. Qui gouvernerez-vous si vous êtes élu Jean-Luc Mélenchon? Quelle sera votre majorité parlementaire? Vous n'avez pas passé d'accord avec Benoît Hamon et le Parti Socialiste. Est-ce que vous pourriez gouverner avec eux? Eh bien, ça va de soi. À partir du moment où... ça n'allait pas de soi. Quand on les traite de corbillards, franchement, ça va pas de soi. Alors, nous répondrons une autre fois sur... je ne parlais du corbillard que comme du Parti Socialiste. Et c'est une expression qui avait été utilisée avant moi par Pierre Laurent et bien d'autres. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est particulièrement bien adaptée, car le Parti Socialiste est en train de s'effondrer sous nos yeux, puisque l'ancien Premier ministre ne parraine même pas. Je ne sais pas qui soutient, c'est qu'il ne parraine pas. Donc, il veut empêcher d'être candidat. Mais vous pourriez gouverner avec des élus socialistes aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est vous qui avez posé... C'est intéressant de le comprendre. Bien sûr. Mais comme vous avez évoqué le mot corbillard, je me suis senti obligé de m'en expliquer pour qu'on me comprenne bien et que les expressions ne passent pas comme ça, qui pourrissent la discussion collective. Alors, une fois que je serai parvenu au deuxième tour, c'est-à-dire légitime pour le deuxième tour, ça va de soi que les forces politiques qui voudraient participer à la mise en œuvre de ce programme, qu'on pourrait d'ailleurs à ce moment-là amodier ici ou là, seront les bienvenus. Et je pense qu'en particulier, toute une série d'élus socialistes seraient les bienvenus, des élus communistes, heureusement, et les socialistes et d'autres. Qui nous écoutent seront heureux de le savoir. Il y a quelque chose qui vous agace souverainement, on l'a entendu tout à l'heure. Parce que Mme El Khomri, je ne souhaiterais pas qu'elle participe à la prochaine majorité parlementaire, ni M. Valls. C'est ce que j'ai demandé à Benoît Hamon. Je pense qu'il y a une partie des parlementaires socialistes qui ne peuvent pas venir appliquer la politique contraire à celle qu'ils ont eux-mêmes développée pendant des années et auxquelles ils croient, parce qu'ils en sont persuadés que c'est la bonne politique. Marine Le Pen, dont vous n'appréciez pas du tout qu'on puisse comparer vos points de programme avec elle, elle veut renégocier les traités européens, elle est pour la retraite à 60 ans, elle mène une campagne intense auprès des classes populaires, elle dénonce en permanence une forme de mondialisation des élites des médias, comme vous à certains égards, Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, c'est elle qui mène la course en tête, et particulièrement auprès de l'électorat populaire. Qu'est-ce qu'il vous manque pour être le candidat de la colère aujourd'hui? Pourquoi elle réussit là où vous semblez aujourd'hui échouer? Votre question me prend de court parce qu'elle est absolument nouvelle. Et je l'ai déjà entendue au cours des 7 ou 8 dernières années. Alors, plutôt qu'ironiser sur la question, apporter une réponse nouvelle. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste faire un petit trait d'humour, mais j'admets que ça sert à rien. Il est entendu. Alors, merci. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Marine Le Pen commençons par dire que vos informations sont inexactes sur toute une série de sujets. Par exemple, Madame Le Pen ne propose pas la retraite à 60 ans. Elle a dit elle-même. Si, c'est même l'engagement, je crois, 52 de son projet, retraite à 60 ans et 40 annuités. Alors, vous lirez, oui, bien sûr, vous lirez. Mais comme vous, mais enfin, c'est pas un problème. Voilà, c'est un point de comparaison. Oui, vous avez raison. Mais ce n'est pas vrai. De même qu'elle a dit, mais monsieur Namia, ça suffit, lisez les textes. J'ai cité déjà. Si vous étiez nouveau, monsieur Namias, avec votre truc, mais ça fait 3 fois qu'on me dit ça, et ça fait 3 fois que je réponds. Et le journaliste passe son temps à expliquer le programme populaire de Madame Le Pen, et ensuite vient me demander comment ça se fait que les milieux populaires. Deuxième erreur. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui ont voté longtemps à gauche et ceux qui aujourd'hui sont dans les meetings de Marine Le Pen pour la soutenir? Ça n'existe pas ce que vous racontez. Et laissez-moi parler. Je crois que ça existe et nos reporters en témoignent chaque jour. Oui, bien sûr, chaque jour, parce que chaque jour vous êtes ailleurs
meilleur que dans votre bureau, vous. Écoutez-moi. Les reporters sont sur le terrain et on les entend chaque les matin. travailleurs, ce n'est pas vrai ce que vous dites et vous ne cessez de les montrer du doigt. 60% des ouvriers ne votent pas, monsieur Namias. C'est ça le fond de l'affaire. Parce que 60% des ouvriers ne se sentent pas représentés par ceux qui sont là. Et sans doute aussi par moi. Et c'est pour moi une grande souffrance. Car j'espère mériter leur confiance. Et je me bats pour défendre leurs intérêts. Voilà. Donc ce n'est pas vrai. Une majorité Et comment le parmi ferez-vous ceux pour qui avoir votent, cette confiance ? D'abord, commençons par régler les problèmes que vous avez mis sur la table. Ce n'est pas vrai que la classe ouvrière vote pour l'extrême droite. Ce n'est pas vrai. 60% ne votent pas parce qu'ils sont écœurés par un système politique et médiatique qui les révulse. Voilà la vérité. Maintenant, deuxième, comment je fais ? Je suis un démocrate, monsieur Namias. Je n'ai rien d'autre que ma pauvre parole pour défendre mes idées. Rien d'autre que mes livres. Rien d'autre que mes propositions. Et que l'appel à voter avec moi. Je n'ai rien d'autre. Et le 18 mars, je n'ai rien d'autre que la masse qui sera dans la rue pour dire la 6e République, parce que je suis un démocrate, un républicain. Je crois à l'échange et à la conviction. Voilà à quoi je crois. Et je n'obligerai jamais personne à penser autrement que comme il veut penser. Et si il y a aujourd'hui des gens qui votent Front National, eh ben il va falloir que vous y fassiez, car ce sont vos enfants. Merci beaucoup Fabien Namias. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous dans un instant. Vous répondrez aux questions de Natacha Polony. À tout de suite.